que retenir de ce discours? Moi, je t'avoue que ça m'a un peu fait froid dans le dos. Parce que même si, finalement, il n'y a pas de surprise, on s'attendait à peu près à tout ce qu'il nous a dit. Peut-être remonter un peu nos sons. Hop. C'est quand même des discours nationalistes, réactionnaires, racistes. Enfin, ça fait froid dans le dos, je trouve. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est le retour de Donald Trump avec son projet clair sur l'immigration. C'est-à-dire l'expulsion de tous ceux qui n'ont pas de droit et tous ceux qui sont réfugiés aujourd'hui aux États-Unis. C'est un programme que pourra appliquer, en tout cas qu'essaie d'appliquer Meloni, que pourra appliquer une extrême droite en Europe. Si l'AfD par exemple arrive en pouvoir en Allemagne, ce que peut appliquer aussi la France si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Donc on voit que là le projet est clair. Et puis après à chaque fois aussi de se présenter comme homme qui va défendre le peuple américain, notamment les plus précaires ou les ouvriers. Et puis être un homme de paix. Il dit qu'il est homme de paix, mais il veut rebâtir, le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il veut imposer au canal du Panama un certain nombre de choses. Il veut augmenter les droits de douane, de taxes. Donc c'est sa paix à lui, quoi. Ouais, c'est sa paix à lui. En fait, c'est la paix américaine avant la paix mondiale. Donc ça veut dire encore une fois un projet unilatéral qui exclut tout le monde et donc forcément qui va déclencher des guerres et des conflits, si ce n'est économique, au moins peut-être militaire. Et puis voilà, il l'a clairement dit. Il veut aujourd'hui que l'armée américaine demeure la plus importante et que les autres États aussi fournissent des budgets à l'OTAN, donc l'Alliance Atlantique Nord, puisque aujourd'hui ils sont à, je crois, 2-3%, il veut que ça grandisse, peut-être jusqu'à 5%. La France en fait partie. On sait qu'il y a des hausses budgétaires de l'armée qui en dépendent. Donc voilà, c'est une vision globale qui en effet est assez inquiétante parce que ça va pas forcément amener de la stabilité. Et puis voilà, on sait que maintenant la guerre commerciale avec la Chine est lancée. Il l'a répété avec ses taxes. Pas sûr que les premiers décrets d'ailleurs la portent là-dessus. On l'a vu, ça sera sur l'immigration. L'immigration, c'est les premiers trucs dont il a parlé. Ça c'est sûr. Et sur l'énergie, puisque sur l'énergie aujourd'hui, c'est de sortir en gros de tous les accords sur le climat, toutes les quelques régulations qui avaient été mises en place pour favoriser l'extraction de gaz. Il veut s'imposer comme une puissance énergétique, ce qui n'était pas il y a encore quelques années. Et notamment prendre la place, notamment en Europe, de la Russie, puisque avec les sanctions, qui est une décision juste vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine, mais on ne s'est jamais projeté sur qui fournirait maintenant aujourd'hui le gaz ou le pétrole, tout un tas d'énergie à l'Europe. Et on voit qu'en tout cas les États-Unis, eux, sont lancés là-dedans avec un impact sur le climat et l'environnement qui va être considérable. Justement, donc, c'est intéressant parce que je ne crois pas qu'il ait prononcé une fois le mot climat, le mot environnement, jamais. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, il ne faut même pas lui en parler. Par contre, par ses politiques en matière d'énergie, là, c'est catastrophique. Vraiment, c'est marrant parce que en l'écoutant, on a l'impression que les problèmes n'existent pas, les problèmes environnementaux n'existent pas. Les seuls problèmes qu'il y a lieu de traiter, ce serait l'immigration, ce serait l'énergie, ce serait le fait que l'Amérique est réduite dans son influence, dans sa position un peu de supériorité, mais zéro mot sur le climat. Et oui, donc on parlait de l'énergie, l'extraction du pétrole, l'extraction du gaz de schiste, et je disais, mais je m'étais arrêté, que c'est une des extractions qui est la plus polluante pour les sols, pour l'eau. Enfin, c'est vraiment catastrophique parce qu'on fait exploser des poches pour pouvoir accéder au gaz de schiste. On fait exploser des poches et en fait, en explosant, tout ce gaz s'infiltre dans les nappes phréatiques, ça remonte dans les sols et tout. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Donc lui, c'est ça qu'il veut mettre au cœur de son agenda. Drill, baby drill, fort, bébé, fort. Et surtout alors que les États-Unis sont quand même parmi les pays qui sont touchés directement par les crises et les changements climatiques. On le voit bien aujourd'hui avec les méga-feux qui ont lieu en Californie. Cette évolution les impacte. Pareil sur les vagues de froid, etc. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des phénomènes qui s'accélèrent. Et ça, il n'en tient pas compte. Alors que parmi les victimes, il y aura aussi les États-Unis. Peut-être parce que c'est vrai que souvent on dit, et c'est vrai qu'en fait les premiers impactés, les premiers touchés par le réchauffement climatique, c'est les populations les plus précaires, les pays les plus pauvres, etc. C'est vrai, mais là en fait c'était un contre-exemple assez fort, les méga-feux à Los Angeles et aux alentours. C'est que c'était pas une des premières fois, mais c'est une des premières fois, oui, qu'il y a eu un impact hyper concret, hyper violent, hyper meurtrier du réchauffement climatique dans un pays, dans la première puissance mondiale, et pourtant
l'instant, ça n'a pas eu l'air de... Non, c'est-à-dire qu'on préfère, c'est-à-dire peut-être de donner plus de moyens, en effet, pour éteindre les incendies, plutôt que de réfléchir aux causes, voilà, qui sont partie dont le réchauffement climatique fait partie. C'est-à-dire que tout ce qui est donné par le GIEC sur les augmentations, puisqu'on a encore battu le record de hausse en 2024, voilà, tous les quotas qui avaient été fixés sont largement dépassés. Les 1,5 degré, voilà, c'est des choses qui sont remises en cause. Et puis surtout, Trump peut tenir ce discours, mais il va renforcer en gros tous les climato-sceptiques qui sont à l'œuvre un peu partout aujourd'hui, hélas, comme dirigeants au niveau mondial. Viktor Orban, Milei, il y a énormément de dirigeants qui remettent en cause aujourd'hui tous les travaux faits par des scientifiques et les mesures qui ont été prises justement pour permettre quand même à ce que la planète ne vire pas à la catastrophe. Et aujourd'hui, il les balaye d'un revers de main. Ça avait été déjà le cas en 2016, mais là, avec son poids et les liens aujourd'hui avec tous ces mouvements à travers le monde, toute cette mouvance conservateur, climato-sceptique et tout, c'est assez catastrophique. Et puis j'espère que justement la jeunesse, les forces progressistes vont pouvoir lutter contre. Et je pense qu'il serait temps que les citoyens se réveillent sur cette question-là. On a parlé un peu d'immigration avant le début du discours. Je ne sais pas s'il y a besoin de revenir dessus, parce que finalement, il n'a rien dit de ce qui, d'étonnant. Non, déploiement des troupes. Voilà. C'est vrai que c'est un truc un peu concret, oui. Qui fait un peu peur. Donc l'état d'urgence aux frontières sud. C'est déploiement des troupes, c'est-à-dire qu'il va envoyer des troupes à la frontière. Alors on le verra avec le décret exactement le détail de ces mesures. Il était question, a priori, qui ferait l'impasse sur 4 mois, pendant 4 mois, de tout arriver sur le sol américain. Il est question aussi de revenir sur le droit d'asile. Il y a pas mal de choses comme ça dont il est question, mais c'est vrai que sans avoir le décret en tant que tel sous les yeux, il faudra attendre, mais il va arriver vite. De toute façon, dans la soirée, on en saura plus. Peut-être demain matin pour vous, le temps qu'on les ait, qu'on écrive, que Christophe écrive sûrement. Mais je pense que oui. Je pense que déjà, vu qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont fuité dans la presse américaine, on sait en tout cas les 2-3 éléments qui vont mettre en place. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de la guerre en Ukraine. Enfin, il l'a un petit peu évoqué sans l'évoquer finalement. Il parlait donc le fameux faiseur de paix, oui. Mais il n'a pas prononcé le mot Russie, le mot Ukraine une seule fois. Qu'est-ce qu'on peut attendre des positions de Trump sur cette zone-là ? Oui, alors je pense que c'est le seul dossier finalement où il s'était avancé énormément, c'est-à-dire qu'il avait annoncé qu'il trouverait un accord de paix en 24 heures et finalement, et son représentant spécial pour l'Ukraine, donc le général Kellogg, plus son responsable à la sécurité, Waltz, qui ont dit que finalement ça leur prendrait 100 jours. Finalement, Trump même lui a dit que ça lui prendrait peut-être 6 mois pour arriver à un accord, parce que c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est surtout quelles garanties, par exemple, de sécurité on peut offrir aux Ukrainiens, mais aussi les garanties de sécurité pour la Russie. Aujourd'hui, comme la Russie est plutôt en phase, on va dire, de progression sur le terrain ukrainien, eux attendent en fait des négociations en direct avec les États-Unis, pas seulement que sur l'Ukraine, mais vraiment sur un accord de sécurité global. C'est ce qu'ils recherchent, puisque avec le développement de l'OTAN à ses frontières, la Russie estime qu'aujourd'hui, cet accord-là, elle doit passer avec les États-Unis. Ce que d'ailleurs Poutine avait commencé à faire en 2021, un an justement avant l'invasion de l'Ukraine, avec Joe Biden. Ils s'étaient rencontrés à Genève. Il est question d'ailleurs qu'il y ait une rencontre, cette fois Trump-Poutine, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Alors il y aura un échange téléphonique rapide, a priori, ce qu'a laissé fuiter l'administration Trump avec Vladimir Poutine, mais une rencontre serait prévue en Suisse, en Serbie, au Kazakhstan ou dans les pays du Golfe. Oui, parce que les pays du Golfe, alors Arabie Saoudite ou Qatar, font partie en gros des acteurs aujourd'hui diplomatiques. On le voit notamment par exemple sur l'accord qui a été obtenu sur Gaza, ça s'est fait au Qatar. On sait que ça fait partie aujourd'hui des pays qui organisent et permettent ces échanges diplomatiques. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas,
forcément, la question de l'Ukraine ne pourra pas être traitée rapidement parce que la Russie, qui est aujourd'hui en position, puisqu'elle détient quand même une certaine partie du territoire ukrainien, en gros, si ces demandes ne sont pas respectées, en tout cas respectées, disons discutées, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils avaient demandé, par exemple, la neutralité de l'Ukraine, sa démilitarisation, ça c'est des revendications de la part des Russes, la reconnaissance d'un certain nombre de territoires qu'ils occupent. Forcément, c'est en contradiction avec les garanties de sécurité de l'Ukraine. Seulement aujourd'hui, les Russes ne négocieront que s'ils ont la certitude d'obtenir un certain nombre de choses et ils ne voudront pas un cessez-le-feu temporaire. Eux, ils veulent une paix sur le long terme avec des engagements sur le long terme. Donc ça, c'est ce qui est ressorti de toute l'administration russe sur place. Donc c'est pour ça qu'en effet, ça ne peut pas être un accord en 24 heures comme il l'avait annoncé. Ça ne pourra pas avoir lieu et que ça va demander, à mon avis, des semaines et des mois de négociations entre les uns et les autres et notamment à l'Europe aussi de jouer son rôle parce que si on parle d'architecture de sécurité, il y a quand même un continent sur lequel le conflit se déroule qui est l'Europe et pour l'instant qui est la grande absente en fait de ces face-à-face, de ces dialogues entre par exemple l'administration russe et l'administration américaine ou l'administration ukrainienne et l'administration américaine, qu'elle soit présente ou passée et l'Europe aujourd'hui est un peu on va dire mis de côté et il serait peut-être temps qu'elle y participe. Voilà. En tout cas sur la guerre en Ukraine. Ouais. Sur la politique étrangère, on a parlé de la Chine, on a parlé du Groenland, Canada, Panama, on a parlé des accords de libre-échange, on a parlé de la guerre en Ukraine. Il y a un aspect dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le Proche-Orient, notamment de la proximité de Donald Trump avec Netanyahou. Qui est-ce que l'élection de Trump augure sur Gaza, Palestine, Syrie Sur Netanyahou, c'est qu'ils ont été, ils demeurent assez proches, notamment là sur l'accord à Gaza. Ce qui était particulier, c'est que les deux administrations ont participé à l'accord, l'administration Biden et Trump, oui, ont participé aux échanges. D'ailleurs, c'est Trump le premier qui a dit que l'accord avait été trouvé devant la déclaration de Joe Biden. J'ai vu un extrait sur Twitter d'un journaliste qui pose la question à Joe Biden, je ne sais plus exactement la question, mais en gros, à qui doit-on cet accord de cessez-le-feu? Est-ce que c'est à vous ou est-ce que c'est à l'administration Trump? Et Biden qui dit mais c'est une vraie question et qui s'en va. Donc finalement, c'est une vraie question en fait. Les deux administrations ont collaboré et ont participé à l'accord, puisque forcément, l'accord qui va durer, qui est sur plusieurs phases, plusieurs étapes à chaque fois, forcément, du coup, il était question aussi de l'administration Trump, puisqu'elle devra aussi avoir le suivi de cet accord. Et on sait qu'en tout cas, il y a une pression qui a été mise par Trump sur Netanyahou. Est-ce que ça va être réalisé ou pas? Mais en tout cas, il y avait une certaine proximité. C'est quand même Trump qui avait annoncé le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Voilà. On sait que, par exemple, vis-à-vis de l'Iran, ils sont assez proches, c'est-à-dire d'isoler l'Iran, voire de les sanctionner, voire à un moment donné, il était question même d'une guerre militaire ou d'un bombardement de l'Iran. Finalement, Trump n'avait pas été jusque-là. Mais en tout cas, il y a un vrai rapprochement idéologique sur, en tout cas, repenser le Moyen-Orient entre ce que Netanyahou répète, entre l'axe du mal, Netanyahou quand même l'a développé, et en tout cas le projet de Trump. Alors après, voilà, c'est pas un néoconservateur, il n'a pas du tout le même projet que George Bush de remodeler tout le Moyen-Orient, mais en tout cas, si c'est pour défendre les intérêts des États-Unis, il prendra pied au Moyen-Orient parce qu'il y a tout un tas d'intérêts économiques sur place. En termes de politique intérieure, on a parlé de l'immigration, on a parlé d'environnement, d'énergie. Il y a peut-être, on a parlé un peu de l'avenir avec le passage de l'entretien qu'on vous a lu tout à l'heure. Il y a peut-être un point ou deux, ou peut-être faudrait revenir dessus. C'est sur Musk. Donc on l'a vu pendant le discours d'investiture, qui était ravi que Donald Trump annonce le premier drapeau sera américain sur Mars. Je sais pas quoi, les délires trumpistes. Mais donc je crois qu'il l'a pas évoqué, ou alors c'était pendant qu'on parlait, ce fameux statut des deux fonctionnaires. Donc on rappelle, Elon Musk a été nommé à la tête du ministère de la réforme de la fonction publique. Enfin, c'est peut-être pas ça les bons termes, mais globalement, Elon Musk, donc patron de Tesla, X, département pour l'efficacité gouvernementale. Voilà. Donc il veut remodeler l'État fédéral, qui veut remodeler la fonction publique pour qu'elle soit plus efficace. Est-ce que peut-être tu peux revenir un peu là-dessus? Tu nous parlais du fameux les deux statuts de fonctionnaires. Qu'est-ce que ça implique? Alors ça, faudra attendre le décret, mais
c'est ce qui était ressorti pareil dans la presse américaine, c'est créer 2 statuts afin de faciliter en gros leur envoi et en gros d'avoir la mainmise sur tout un tas de fonctionnaires et qu'ils appliquent en gros la politique qui est souhaitée par Donald Trump et aussi par cette nouvelle administration qui doit être mise en place, puisque le but étant en gros d'abaisser tout ce qui dépend de l'État fédéral et en gros d'avoir une vraie politique qui permettent en gros le développement, encore une fois, tout un tas de multi-sociétés. En gros, encore une fois, c'est dans pleine dérégulation qu'ils veulent faire aussi bien au niveau national, international que sur le climat. En gros, c'est vraiment la politique qui est menée par cette administration, par Musk et par en gros aussi un autre personnage qui est un peu moins connu, qui est Vivek, prononce bien, Ramaswamy, pareil, qui est un ultra-droitier qui a été même candidat à la primaire républicaine. Voilà, donc c'est vraiment, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de casser en tout cas cet État-là, cet État fédéral fond, qui a en gros surtout mis pas mal de bâtons dans les roues lors du premier mandat de Trump sur un certain nombre de choses, qu'il pouvait prendre des décisions, mais il y a aussi bien la Cour suprême que la Constitution, que cet État-là qui l'empêchait en fait de mener à bien toutes ces réformes. Donc voilà, il y a une volonté de casser un peu tout ça. Peut-être dernier point, sauf si tu en vois d'autres, on l'a commencé à l'évoquer, mais on n'est pas vraiment revenu dessus. Dans son discours, alors je crois pas qu'il est. Enfin, si, il y a eu donc il y aura maintenant seulement 2 genres en Amérique. Donc, il annonce les attaques face aux personnes LGBTQIA+. Mais il y avait aussi des attaques un peu plus insidieuses quand il dit on va faire en sorte que. Enfin, l'école a fait émerger des discours. Enfin, je sais plus quel mot il emploie, mais on sent bien qu'il veut aussi reprendre en main le système éducatif qui a été corrompu. C'est une honte. Machin. Il parlait aussi de l'armée, où il dit il faut qu'on arrête de pas de corrompre, mais de donner des idéologies. Alors il n'est pas dit wokisme, mais ça aurait pu être ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est ça, oui. C'est ce qui est bien. Et donc il y a une vraie, alors on le sait, mais il y a une vraie attaque contre les droits LGBTQIA+. Tu parlais aussi du droit à l'avortement, mais là c'est encore l'étape d'après. À quoi on peut s'attendre, parce que pareil, il a donné des grands axes, mais il n'a pas vraiment donné de décret précis sur ce qu'il allait faire ces prochains jours. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Oui, bah si, enfin il a donné un truc, c'est qu'il y aurait pour lui il y avait que oui, 2 sexes, que 2 genres, ouais. Voilà, que 2 genres, hommes et femmes, et pas d'autres. Donc déjà ça c'est une annonce. On va voir après en termes de décret comment ça sera écrit, mais ça veut dire qu'il reconnaît pas en effet tout aujourd'hui tous les droits qui ont été acquis. Donc c'est une remise en cause de toutes ces avancées et ça va être un des chemins de bataille là, de son nouveau projet, mais ça qui s'inspire directement de ce que par exemple Viktor Orban peut faire en Hongrie. Pareil sur les ultra-conservateurs qui étaient au pouvoir en Pologne, c'était clairement ces questions-là aussi qui étaient posées. Ça s'inspire aussi de ce que par exemple Vladimir Poutine peut faire en Russie. Voilà, sur tout un tas de réformes et de volontés ultra droitières, ultra conservatrices vis-à-vis des évolutions aussi aujourd'hui de la société. Voilà, donc c'est sûr que c'est toutes les organisations qu'on a pu avoir de défense des droits de l'homme ou des droits des femmes sont inquiètes parce que sur les persécutions, sur la remise en cause de certaines aides, etc., qui pourraient leur être accordées pour leurs questions de genre. Effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Je le redis, mais ça fait quand même un peu froid dans le dos, là, ces discours et de le voir prononcer ce genre de mots. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te semblent importants de souligner, de relever, Vadim, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Alors, évidemment, il y aurait plein de choses à dire. On vous invite à aller lire le papier de Christophe de Roubaix, qui est, à mon avis, en train d'être écrit, qui sera publié ce soir, un peu tard sur Internet, sinon demain dans le journal. Parce que voilà, là on réagit un petit peu à chaud, on analyse, on a pris des petites notes très rapides, mais pour avoir un état des lieux, une analyse un petit peu plus précise et percutante, on vous invite à aller lire l'article de ce soir. Ne va-t-il pas y avoir des lynchages dès ce soir? Peut-être. On n'espère pas évidemment, mais c'est sûr que l'ère Trump, la nouvelle ère Trump qui s'annonce, à mon avis va être très dure pour toutes les minorités, parce qu'on parle évidemment des personnes LGBTQIA+, mais toutes les minorités hispaniques,
panique, enfin tous les réfugiés, tout un tas de choses, même sur la question aussi de l'avortement, parce que c'était de ce qu'il a pratiqué pendant son premier mandat. Il veut s'y attaquer encore une fois au niveau, là, cette fois fédéral, sur le mariage homosexuel, sur pas mal de choses comme ça, mais sur les questions sociales et économiques. On sait que même si il tient de grands discours aujourd'hui sur l'inflation et sur l'emploi, faudra voir dans les faits parce que en gros l'aide accordée, c'est surtout aux grandes fortunes qui étaient présentes aujourd'hui pour l'intronisation de Donald Trump. Voilà, on a assez peu eu finalement de précaires ou autres être présents, alors peut-être à l'extérieur, mais en tout cas il serait intéressant de voir au final, au bout de 4 ans, qui a profité de son mandat. Je suis pas sûr que ce soit déjà en fait. Voilà, c'est déjà une question un peu rhétorique, mais oui. Mais voilà, mais après, ouais, peut-être sur les deux choses sur lesquelles il faudra être attentif. En effet, sur l'éducation, parce qu'on sait que ça, c'est dans son administration, celle qui a ce poste-là est une proche de Donald Trump. Il sera question de favoriser notamment l'enseignement privé au détriment de l'enseignement du public, et sur l'enseignement du public, de revenir sur un certain nombre de programmes. Et puis sur la santé, puisque c'est quand même Kennedy, donc qui aura le poste, qui est un anti-vax notoire voilà, on l'a vu d'ailleurs dans son discours, Trump remet en cause quand même la vaccination pendant la période Covid. Mais ça, il disait, on a réhabilité les militaires qui avaient été exclus parce qu'ils n'avaient pas voulu se faire vacciner. Donc voilà. C'est une des priorités de le réhabiliter. Donc ça, sur la santé, il y aura pas mal de choses qui vont être mises en place. Mais surtout, en fait, ce qui est inquiétant, c'est quelque chose en fait d'assez global, puisqu'en Europe, on voit que voilà, ces thématiques montent et quand forcément quelqu'un comme Donald Trump, qui est à la tête de la première puissance mondiale, met en avant ces luttes-là, ou en tout cas, pareil, sur la désinformation, toutes ces notions-là, et qu'il le met en avant, forcément, ça va arriver aussi en Europe. Ça va donner des ailes aussi à tous ces mouvements-là d'extrême droite, ces mouvements conservateurs, ces mouvements... ça va redonner aussi tout un tas d'espoir aussi au milieu d'extrême droite proche aussi de l'Église. Voilà, sur la question de l'avortement, aussi de la peine de mort, des thématiques qu'on pensait avoir conquis. Donc oui, c'est assez glaçant parce que je pense qu'on est qu'au début, voilà, un premier jour de son mandat, et ça s'annonce assez vertigineux. Petite question, on sait quels seraient les 100 décrets que Trump signerait en 100 jours. Alors, il n'a pas fait la liste des décrets qu'il voulait signer, il a donné quelques pistes, on en a parlé un peu avant. Je t'invite à aller voir la rediff, parce qu'on va pas les repasser en revue. Non, c'est une centaine de décrets, mais pas pendant les 100 jours. Hein. Là, il y a une centaine de décrets qui pourraient être prononcés dès ce soir jusqu'à mercredi. En gros, pas mal de médias américains donnaient cette liste-là. Et globalement, c'est immigration, environnement, énergie, environnement. Quand on dit environnement, oui, c'est énergie, pas pour lutter contre. Oui, c'est vrai. Énergie. Voilà. Et puis sur la question de l'inflation, même si c'est assez vague, voilà, ça fait partie des 4-5 grosses thématiques de ces premiers décrets. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, s'il y avait un truc à retenir et peut-être une conclusion à donner à ce stream, c'est inquiétons-nous de ce discours de Donald Trump, et regardons aussi ce qui se passe en Europe et en France. Ça pourrait augurer des très très mauvaises choses dans les prochains mois, prochaines années. On le voit sur les personnes qui étaient présentes aujourd'hui à son intronisation. Mélanie, Marion Maréchal Le Pen, Viktor Orban, qui aurait pu être là, mais finalement qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc on voit qu'il y a une... Bernard Arnault quand même. Bernard Arnault, voilà. C'est un signal assez fort quand même. Javier Milei qui était présent, Bolsonaro, tout le milieu aussi économique, les plus grosses fortunes de la tech, mais justement aussi aux fortunes françaises. Donc on voit qu'il y a un agenda politique économique, parce qu'ils veulent moins de régulation, alors qu'ils ne cessent de s'enrichir. Il y a encore le rapport d'Oxfam, on l'a signalé tout à l'heure, qui démontre qu'ils ne cessent d'augmenter leurs bénéfices. Et pourtant, ils veulent encore moins de régulation, que ce soit question sur l'économie, sur les traités de libre-échange et sur l'environnement. Donc oui, c'est inquiétant parce que eux ont un agenda, en tout cas clair, alors qu'il peut être en contradiction pour leurs intérêts propres. Mais en tout cas, ils sont prêts à s'activer, à passer des partenariats. Et aujourd'hui, l'Europe et les forces progressistes ont du pain sur la planche, parce qu'il va falloir répondre en tout cas à cet argumentaire et à ce projet de société qu'ils veulent nous vendre.
Bon, merci beaucoup Vadim. On va, je pense, s'arrêter là. Merci beaucoup à vous, le chat. Vous avez été très nombreux et nombreuses. J'ai vu, vous avez posé plein de questions, vous avez bien réagi. Est-ce que ce genre de format vous plaît? Parce que alors c'est pas la première fois. On avait réagi il y a un moment je crois, un discours de politique générale de Monde Barnier, je ne sais plus. Enfin, est-ce que ce format un petit peu React analyse en direct vous plaît? J'espère que oui. En tout cas, c'est aussi intéressant à faire. Même si c'est un format qui permet pas forcément à chaque fois d'aller dans le fond des choses, mais c'est un format aussi qui permet peut-être de passer un moins mauvais moment quand on écoute Donald Trump. C'est peut-être toujours pas mal d'avoir quelqu'un qui nous explique, et qui essaye un peu de relativiser sur ce qu'on entend. Oui, même si on veut plus de format avec tuyau, d'accord, merci. C'est cool, mais soyez un peu plus interactif avec nous, ok, on va essayer de vous lire plus le chat. Mais c'est des fois difficile de tous vous lire et d'écouter Trump en même temps et de discuter avec Vadim, voilà.